À un président discret, vous l'avez dit, et surtout minimaliste au point même où ses déplacements aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ne sont découverts que sur les réseaux sociaux. Mais comment peut-on expliquer ce manque de communication alors que les Béninois ont espéré un nouveau départ et veulent comprendre aujourd'hui plus que jamais ce qui se fait au sommet de l'État, Honoré Benjamin Nao? Vous savez, la grosse difficulté pour le peuple aujourd'hui, ce n'est pas seulement Patrice Talon. Ce n'est pas seulement le président de la République. Il faut voir les têtes fortes du gouvernement. Vous avez Pascal Irénée Koupaki, qui avec Boni Yayi a végété dans le silence, dans la discrétion. Vous allez plus loin, vous tombez par exemple sur Abdoulaye Biotchane, un homme qui n'est pas bouillonnant, qui travaille comme un intellectuel, rompu à la tâche, qui est dans son bureau, qui réfléchit et qui cherche à apporter des solutions. Vous prenez un homme comme Candide Azanaï, très bouillonnant, mais qu'on dépose à la tête de la grande muette. Donc il devient muet. Il devient muet. Donc voilà, pour ne pas aller trop dans le détail, il y a d'autres exemples. Vous prenez le ministre de l'Agriculture. Combien de Béninois le maîtrisent réellement? Ce sont des interrogations. Vous allez dans des secteurs donnés au niveau de certains ministères et autres. Vous prenez le ministère, par exemple, des Finances et de l'Économie. Quelqu'un qui a longtemps travaillé à l'étranger. Donc, qui n'est pas dans le train-train quotidien, qui ne vive pas les réalités ou qui n'a pas véritablement d'amis sur place et qui sombre dans le dilatoire. Pas du tout. Donc, ce sont des gens discrets qui accompagnent un président discret. Ou bien ceux qui étaient bouillonnants sont positionnés à un niveau où ils sont obligés de fermer leur bouche. Donc, véritablement, nous sommes dans un environnement où les acteurs clés sont plongés dans une discrétion où étaient des hommes discrets. Donc, cela veut dire quoi? Nous avons, on peut le dire, peut-être à 75% un gouvernement discret. Donc, ça complique la tâche. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui focalisent leur attention sur le fait que, par exemple, on a suspendu les contrats de publicité. C'est pour empêcher les Béninois d'avoir accès à l'information. Là-dessus, moi je dis non, ce n'est pas le cas. Au contraire, ça libère les médias à faire le travail, leur job. Parce que si vous avez des contrats, on vous dit ce que vous devriez dire. On vous souffle à l'oreille ce qu'on veut faire passer comme message. Mais ici, je crois quand même qu'aujourd'hui, la presse a en face un boulevard où vous allez surfer vous-même et chercher à dire véritablement ce que le gouvernement fait de bien ou de mauvais. Et surtout, informer les citoyens sur les mauvaises décisions. Et pour informer sur les mauvaises décisions, ce n'est pas le gouvernement qui vous apporte l'information, mais vous allez à la quête de l'information. Ce qu'on a connu avec Boni Yayi jusqu'à présent, c'est quoi? On donnait de l'argent, on signait des contrats, mais on contrôlait l'information. Mais ici, le monsieur dit, moi je ne fais pas de la communication à outrance, donc j'arrête d'abord même les contrats de publicité et autres, pour voir clair. Mais c'est maintenant la presse, et on a vu quelques écrits quand même. Il y a des journalistes aujourd'hui qui font un travail de qualité, qui ont le courage de critiquer et de donner leur part de vérité et de dire voilà ce qu'on a constaté dans tel domaine. Même quand on parle de normaux ou de super ou de communication et tout, l'essentiel pour la presse aujourd'hui, c'est d'enquêter. Et moi, je pense que la presse ne doit pas souffrir. Parce que si vous êtes des excellents enquêteurs, quand vous êtes un journaliste pointu, ça veut dire que votre journal est respecté et vous aurez en retour la publicité auprès des entreprises. Je suis d'accord que nous n'avons pas encore un tissu économique fort. Et c'est pourquoi moi je dis, au bout de cette réforme, que nous puissions quand même exiger du président de la République qu'il puisse mettre en place un fonds. Aller au-delà de l'aide de la presse, l'aide qui est accordée à la presse, mettre en place un fonds pour valoriser la qualité, pour valoriser bien entendu la régularité aussi, pour que nous puissions avoir des médias forts dans notre pays. Mais cette discrétion, on devrait l'analyser autrement.
Autrement, pour moi, ça veut dire quoi? Un monsieur qui dit « je ne veux pas communiquer à outrance ». Mais s'il le dit, nous devrions chercher à communiquer à outrance autour de ces actions. Ça, je m'adresse fondamentalement à la presse et je m'adresse à la société civile. Et que les cadres qui sont dans l'administration livrent l'info quand les journalistes vont se présenter. Parce que c'est dit dans les tests quand même qui régissent notre corporation, on doit nous ouvrir les portes. On doit avoir accès aux sources d'information. Mais maintenant, si cette politique de discrétion empêche les journalistes d'avoir accès à l'information, alors moi je dirais non. Et c'est sur ça qu'il faut insister. La discrétion du président de la République ne devrait pas amener des ministres de la République, des directeurs de sociétés d'État ou des cadres de garder l'information comme quoi nous avons un président qui veut la discrétion. Pas du tout. Si le journaliste même se déplace pour aller à la quête de l'information, pour savoir où se trouve le président de la République, il est allé là-bas pour quelle information? Je crois au niveau de la présidence, on doit être en mesure de lui donner ces informations. Le président, lui, ne souhaite pas. Mais moi, journaliste, j'ai un peuple qui réclame. Parce qu'on a fait tout avec Boniaï, on a été obligé d'attirer l'attention des gouvernants, des gouvernés sur ce qui se passe au sommet de l'État. C'est avec Boniaï qu'on a connu ça, parce que le Béninois n'avait pas cette préoccupation avant. C'est aller au Nigeria, acheter quelques produits, revendre ici, et trouver autre chose et amener au Nigeria. Donc aujourd'hui, les Béninois sont intéressés par ce qui se fait au sommet de l'État, et les journalistes, en descendant dans des administrations, devraient avoir l'information. Donc il faut lutter aujourd'hui contre la rétention d'informations, mais moi je pense qu'il ne faut pas tirer à boulet roussou des gens qui veulent faire leur travail dans la discrétion. C'est à nous de faire sortir. Quand un chef d'État se déplace, la moindre des choses, c'est que la présidence sorte un communiqué pour informer la presse. Je suis d'accord. Les réseaux sociaux sont-ils en train de prendre la place finalement des médias de la presse? C'est la question qui se pose finalement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'un président de la République, ce n'est pas un chef d'entreprise. Un président de la République doit pouvoir nous informer sur ses déplacements. C'est le minimum. Et il faut le faire. Si on ne le fait pas jusque-là, il est important qu'on puisse attirer l'attention des gouvernants là-dessus. C'est pourquoi je disais tantôt un journaliste qui est à la quête de l'information, parce que le journaliste doit savoir pour informer le peuple. Donc un journaliste, on doit pouvoir lui donner cette information comme quoi il y a un déplacement du chef de l'État. Si c'est une visite d'amitié, c'est une visite de travail et d'amitié, c'est normal. Maintenant, si le président se lève pour aller voir un copain, ce n'est pas ce qui nous préoccupe, ce n'est pas nous notre problème. Mais un déplacement du chef de l'État, je crois quand même que les Béninois doivent savoir là où se trouve le président de la République. Bénédicte François Gongo. Oui, je crois bel et bien là qu'il y a la communication institutionnelle. Le chef de l'État, au-delà de l'individu, est une personnalité, il est l'incarnation de la République. Lorsqu'il tousse, nous devons le savoir. Parce que nous n'allons pas apprendre plus tard qu'il est dans une situation grabataire pour commencer par nous alarmer de ce que sera notre pays. Dans d'autres pays, lorsque le président est malade, au niveau de la bourse, on a des chiffres qui baissent. Et de manière drastique, et cela a des incidences sur la population. J'ai lu un peu le document sorti par Jeune Afrique, et j'ai cru comprendre que là, on parle d'un président qui veut gérer le pays comme on gère une entreprise. On ne peut pas le lui reprocher, a priori. Mais ce qu'on doit reprocher à toute l'équipe, c'est ce que beaucoup appellent indiscrétion, que moi je n'aurais pas, discrétion du moins, que moi je n'aurais pas aimé assimiler à l'opacité. Parce que lorsque ça devient de l'opacité, c'est forcément parce qu'on a des choses à cacher. Il y a des choses qu'on peut cacher, mais il y a des choses qu'on doit également expliquer. Dans le cas de figure, la paupérisation est élue domicile dans toutes les maisons. L'indigence est devenue la règle la plus partagée par les Béninois. Le panier de la ménagère s'amenuise quotidiennement. Mais et tous les Béninois mettent ça sur le compte du président de la République. Mais ils voient de près. Il n'en est absolument pour rien. Parce que lorsque l'on constate au niveau de la situation des véhicules d'occasion, 57% de baisse, le quinquet qui ne passe plus, les protéines animales qui ont connu pas moins de la moitié de l'importation, le fer qui ne passe plus par le Nigeria pour aller au niveau du Tchad, etc., etc.,
on a des raisons de comprendre que la situation économique, due également à la fluctuation du naira au Nigeria, est une situation qui doit être préoccupante. Et pour cela, il est important d'expliquer. Il faut expliquer. Et il n'y a que les journalistes qui doivent expliquer. Et pour que les journalistes expliquent, on doit acheter leurs services. On doit acheter les services parce que c'est des journalistes qui ont des charges. Maintenant, par rapport au contrat de publicité, le gouvernement a la latitude de mettre tout à plat, de vérifier, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. On ne pouvait pas continuer comme on le faisait. Où des gars de corps avaient des magazines, où des cuisiniers avaient des journaux qui avaient des contrats mirobolants au moment où les autres n'avaient rien. C'était de l'injustice dans le temps passé. Et il est très important de mettre le compteur à zéro. Mais le chef de l'État ne s'appartient plus à lui-même. Il est l'émanation, dit le premier, des Béninois. Donc, nous devons être informés de tous ces mouvements, de tous ces agissements, entrant et dans le cadre public et dans le cadre privé. S'il est en visite privée, on nous le dit. Même si la visite privée, il y a au moins un communiqué qui doit sortir pour le dire. Mais dans le cas de figure, si on parle de 100 jours, au-delà du symbolique, il y a l'aspect réalisation. C'est vrai que nous allons parler de la manière, nous allons parler de la manière du mode de gouvernance, mais c'est également vrai que nous avons beaucoup de choses déjà à mettre sous nos dents. Et dans ce cas de figure, nous avons heureusement, constaté l'annulation des concours de la honte. Nous avons, et mais là, à ce niveau, c'est qu'il ne faut pas faire beaucoup d'amalgame. Il faut savoir qui accuser, il faut savoir qui mettre à l'AIDES. Dans cette logique de foutre de l'opprobre sur tout le monde, il faut éviter de mélanger les sépières, les serviettes et les torchons. Nous avons une rationalisation des dépenses publiques par la suppression des institutions budgétivores. Nous avons une sorte de retour de la confiance. Parce que lorsqu'on circule, on regarde le regard des Béninois, on constate que l'on est détendu. Et beaucoup disent, même si l'on n'a pas l'argent, nous sommes heureux d'être dans un État où l'insolence n'est pas de règle, d'être dans un État où l'omniprésence du président, l'omnipotence du président, au carrefour, un peu partout, ne nous empêche pas de vivre librement. Dans un pays où le mérite est à passe d'être reconnu. Mais à côté de cela, en plus de l'amenuisement du panier de la ménagère, il y a la situation sécuritaire grabataire, aggravée par les propos à la limite de l'injure, excusez-moi du peu, du ministre de l'Intérieur, qui en arrive jusqu'à dire aux populations d'assumer leur sécurité elles-mêmes et qui nous a donné la preuve évidente qu'il n'est pas à sa place. Et c'est en cela que nous pensons que le réaménagement technique est rapidement recommandé parce qu'il n'est pas à sa place et non seulement il est incapable, incompétent d'assumer ses fonctions, mais également il se met dans une logique d'heurter les susceptibilités et d'envenimer la situation de manière à mener les Béninois à ne pas aller. Là-dessus, surtout par rapport au ministre de l'Intérieur, je vous demande de ne pas être trop sévère. Oui, je te laisserai très vite pour ne pas perdre le fil de mes raisonnements. Oui. Mais le respect des engagements de campagne, la matérialisation de la rupture, mais lorsqu'on voit le timbre avec lequel le ministre secrétaire d'État présente le Conseil des ministres dans une logique, dans un style, moi qui ne me mets guère, le timbre, le ton, donne l'impression qu'il parle personnellement, qu'il jouit personnellement, parce que certainement les anciens amis avec qui il a été durant 7 ans, 8 ans, avec qui il a géré tous les grands dossiers, se retrouvent aujourd'hui être dans l'autre camp. Et on sent qu'il veut, il en veut, et on sent qu'il est satisfait parce que pour lui, on est en train de mettre en place la décision. Ce n'est pas, non, quand on le sent, quand on le voit, on le dit, nous avons l'obligation morale et physique, en respect de la vérité historique, de ne pas laisser le chef de l'État actuel sombrer dans les mêmes erreurs que le passé. Parce que si nous ne le disons pas, et ça c'est notre rôle, comme l'a dit tout à l'heure mon très cher éminent confrère, notre rôle, ce n'est pas de plaire, comme l'a dit Albert Londres, mais c'est de remuer le couteau dans la plaie jusqu'à faire mal à l'autorité de la manière la plus simple, et de la sorte à la mener
à performer. Ce n'est que notre rôle. Si on veut nous aider à mieux faire notre travail, il n'y a pas de problème. Si on ne veut pas nous aider à le faire, c'est que l'histoire jugera entre le style actuel et le style passé, lequel est le meilleur. Mais les Béninois vivent mal, les Béninois vivent dans l'insécurité, l'espoir est là, l'espérance est entretenue par des décisions hardies, des décisions porteuses de développement prises par le gouvernement, mais nous osons croire que ce n'est pas pour se venger contre certains anciens, et lorsque l'on cite certains noms à tort et à travers, partout et à contre-temps aujourd'hui, nous avons comme l'impression que le chef de l'État doit faire très attention par rapport à certains de ses collaborateurs. Oui, par rapport à la question de sécurité. Je disais par rapport à la question de sécurité, je voudrais qu'on ne soit pas trop sévère vis-à-vis du ministre Sakalafia, parce qu'à mon humble avis, il est important que l'on puisse dire aux Béninois de prendre leurs responsabilités quand on parle des questions de sécurité. Il y a des actes que certains citoyens posent et qui les exposent aux braqueurs, aux malfrats. Et on doit normalement les inviter à savoir également que chaque acteur de cette société doit tout simplement œuvrer pour réduire un tant soit peu les actes de vandalisme, de barbarie et tout ce que nous vivons dans notre société. Donc, je voudrais tout simplement que nous puissions analyser l'intervention du ministre à l'Assemblée sous cet angle-là. Ce n'est pas que le gouvernement de la rupture est incapable d'assurer notre sécurité. Pas du tout. Et on peut dire qu'effectivement, on peut jeter la pierre au gouvernement aujourd'hui d'avoir mis à la tête de deux entités qui devraient assurer la sécurité des civils. Un philosophe d'un côté et je crois un vétérinaire dans l'autre. C'est normal que les gens s'interrogent pour dire est-ce qu'on peut avoir la qualité. Mais ça dépend véritablement de ceux qui les entourent. Et il faut rester dans le vrai, parce que moi j'ai vu déjà des dossiers où véritablement il y a des gens qui les entourent qui ne sont pas dans la réalité et qui racontent de n'importe quoi. Et qui vont même jusqu'à mentir sur le dos de leurs collaborateurs. Tout simplement, tel a été déjà promu plusieurs fois, on ne peut pas le mettre à tel poste. Le discours est là, aujourd'hui. Au sein de la police, par exemple. Dans ce cas, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable que quelqu'un du milieu soit posé à la tête de ces institutions? C'est pourquoi je dis, c'est normal qu'on puisse jeter la pierre au gouvernement pour dire que ces deux entités sont chapeautées par des civils. Je suis tout à fait d'accord. Mais mettre les citoyens devant leurs responsabilités, je donne un exemple simple. Vous êtes jeune, vous finissez votre travail, vous allez dans une buvette pour boire, vous buvez un verre de trop. Et au passage, vous trouvez donc une petite copine que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie, que vous mettez sur votre moto et vous dites je veux aller à tel endroit, ou bien la copine vous dit dépose-moi chez moi, ou bien on passe quelque part, entre griffes. Mais une zone que vous n'avez jamais fréquentée. Mais si quelqu'un vous charcute, c'est à cause de qui? C'est à cause du ministre? C'est à cause du président de la République? Ou bien c'est à cause de votre irresponsabilité? Ça, c'est l'irresponsabilité. Vous ne pouvez pas mettre sur votre moto une femme que vous n'avez jamais rencontrée de votre vie. Vous ne pouvez pas aller dans un quartier que vous n'avez jamais vu le jour, avant de maîtriser la nuit. Donc, moi, c'est des exemples simples que j'utilise pour montrer qu'il faut mettre les citoyens devant leurs responsabilités. Peut-être le ministre a choqué les gens. Ils doivent comprendre que véritablement, à des moments donnés, il faut choquer les citoyens. Moi, je suis dans cette logique. C'est pourquoi je demande tout simplement que nous puissions analyser autrement cette intervention du ministre de la République. Donc, franchement parlant, aujourd'hui, j'invite la presse nationale à faire son travail. Vous savez, depuis quelques jours, j'ai titillé déjà certains journalistes qui ont fait un débat avec mon doyen Médéric. Déjà, j'ai dit, je suis très content parce qu'aujourd'hui, vous parlez. Vous arrivez à parler, à dire le fond de votre pensée, à analyser des faits de société. C'est ça, quand on vous enlève les contrats. Vous faites un travail de qualité et vous captez la publicité. C'est le débat aujourd'hui. Il faut que les journalistes jouent leur rôle. Mais si on continue de signer des contrats avec des ministres qui orientent la ligne éditoriale, ou bien on prend même quelqu'un qui est nommé aujourd'hui, AP ou CECOM, quelques jours après, il crée un journal. Et il ne fait que chanter la gloire. Il peut même dire que son ministre est beau et le président est vilain. Vous voyez ça?
C'est une incompatibilité terrible qu'on a connue dans cette société. Et j'aimerais bien que la presse joue maintenant sa partition. Nous devrions fouiller et livrer l'information en temps réel. Mais ayons aussi le courage de dire, le président Patrice Talon, c'est le président de la République et non le président de son groupe, de sa société. Les méthodes doivent changer. Le minimum de discrétion, d'accord, mais le peuple doit savoir certaines choses. Nous parlons toujours de ces méthodes, mais d'Éric François Gongo, même les comptes rendus du Conseil des ministres, vous l'avez souligné, tantôt qui depuis le général Mathieu Kérékou, même depuis la période révolutionnaire, sont très attendus et suivis par beaucoup de Béninois, ne sont plus assez exhaustives, au point même où beaucoup de nominations, comme on peut le constater, ne sont connu que sur les réseaux sociaux. C'est affaire de réseaux sociaux qui revient. Voilà, je crois que le premier point de presse présenté par le ministre d'État secrétaire général de la présidence est inutile et il va falloir qu'on arrête avec ça. Parce qu'il n'apporte rien de concret. Mais pourquoi vous le trouvez inutile? Il n'apporte absolument rien de concret. Ça apporte de l'information? Non, il n'y a pas de l'information. Puisque après, nous avons le communiqué final, nous voulons le communiqué final. Les nominations, peu importe. Ah, le Béninois est frileux par rapport aux nominations, ça c'est vrai. Et le Béninois se dit, tant qu'on ne dit pas qui est nommé ici, qui a été relevé là, qui n'est pas satisfait par rapport à ce qui est présenté. Ou bien, le ministre Pascal Irénée Coupa qui nous présente l'intégralité, et là, on nous dispense du communiqué lu par le secrétaire général, ou bien il attend, le secrétaire général présente, et 2 ou 3 décisions font l'objet après de rencontres avec la presse. Et là, ce ne sera plus un point de presse, mais ce sera carrément une conférence de presse, comme le fait de temps à autre le ministre Abdoulaye Biotchane par rapport à certains sujets particuliers. On a comme l'impression que le gouvernail n'est pas encore bien tenu. Hein? Les centres de décision, on ne les voit pas. On l'a constaté par rapport à plusieurs décisions qui ont été rapportées. Le fait de vouloir enlever les garde-corps aux députés, rapporté. Beaucoup d'autres décisions qui ont été rapportées. La décision de la presse, j'en reviens, entre guillemets, n'a pas été tout simplement rapportée parce que les associations de professionnels n'ont pas réagi. Parce qu'il y a l'information, il y a la communication. Il y a l'obligation pour l'agent public de donner l'information, mais il y a également les garanties à donner à un journaliste. Quelles sont les garanties qu'un journaliste a lorsqu'il va investiguer? Ben, on peut facilement dire qu'il fait du chantage. On peut facilement mettre un gendarme sous la table. On peut facilement l'amener à comparer devant la justice et l'emprisonner. Et il faut dénoncer. Quelles sont les garanties? Il n'y a pas de garantie. Il faut être à l'épreuve pour pouvoir savoir. Et il n'y a pas de garantie. Et deuxièmement, la régie publicitaire, elle est gérée comment? Tant qu'on ne va pas régler le problème de régie publicitaire, on aura, quoi qu'on dise, une presse corrompue. Les contrats, c'est autre chose. Beaucoup de journaux ont eu des contrats avec l'ancien régime. Oui. Mais taper sur le régime, c'est pas parce qu'on a eu des contrats qu'on va se taire. Et là, nous sommes des exemples typiques. Il y avait quelques contrats, mais on tapait sur l'ancien régime. Mais ce n'était pas le cas du maximum. Ça c'est entre guillemets. Par rapport à la situation du chef de l'État et de ses collaborateurs, je crois que là, nous allons vers un gouvernement à plusieurs dissonances. En termes, c'est que les bonnes actions ne seront pas tellement bien connues, les difficultés ne seront pas explicitées aux populations, pour éviter que l'on accuse à tort le chef de l'État, parce qu'on le dit partout, nous circulons dans la population, les Béninois se disent, est-ce que c'était le bon choix que nous avions fait? Mais je dis aux Béninois, les choix que vous avez faits, c'était des choix convergents. C'était 65%. Et là, je me tue à le rappeler, le chef de l'État n'a eu que 23%. Les 42%, qu'en fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que nous avons déjà assisté à une rencontre entre
tous ceux qui avaient fait la coalition de la rupture? Le chef de l'État est obligé de le faire. Il a l'obligation morale et physique de le faire, puisqu'il n'a pas été élu au premier tour, puisqu'il n'était pas le seul à avoir été élu, puisque tous ceux qui ont porté le bulletin Mais il y en a qui dans sont, l'urne, il y en a qui sont au gouvernement. j'en viens bien, Il y en a tous ceux qui sont ont au porté le gouvernement. bulletin dans François l'urne, Gongo. tous ceux qui l'ont fait pour la mener avec des espérances, croyaient en leur leader, Il y en a qui sont au gouvernement. croyaient en des projets de société de leur leader. C'est vrai, c'est lui seul qui a été élu finalement. Mais il devrait tenir compte des déshydratats de la majorité des Béninois, de 42%. J'insiste dessus. Mais tout se passe aujourd'hui et dans les nominations. Parce que lorsqu'on me dit, il y en a qui sont au gouvernement, bon, moi je vais le voir pour le croire. Quand on donne le ministère de l'Agriculture éventré, quand on donne le ministère de la Communication éventré, quand on donne le ministère de l'Enseignement secondaire, bon, qui est ce qu'il est? À celui qui a amené 22% et qui a fait preuve d'honnêteté depuis et toujours, et qui a décidé, malgré tout, contre vents et marées, ne jamais abandonner le chef de l'État. Quand on le fait comme ça, moi je me dis, on respecte des engagements de campagne, même si les 500 millions ont servi à nourrir des gens fondamentalement très bien payés et chichement payés par l'État, même si on me dira que la consultation n'a pas de prix, je crois que nous avons besoin d'avoir des rencontres officielles entre ceux à qui nous avons cru, ceux en qui le peuple a décidé de mettre sa confiance à travers les 65% qui représentent un plébiscite. Pas une proposition, parce que si on ne le faisait pas, je vais rapidement finir, si on ne le faisait pas, en plus de l'aménagement du palais de la ménagère, qui n'est pas du fait du président Patrice Talon, qu'on n'explique pas aux populations, en plus de la situation sécuritaire grabataire, en plus de la suspension des paiements aux prestataires de services, malgré le rationnement des dépenses, malgré la suppression des concours de la rente, malgré la suppression des institutions budgétivores, malgré beaucoup d'actions positives, le référendum va souffrir de l'adhésion populaire. Et c'est votre point de vue, Médé François Gongo, oui. Moi, je voudrais réagir par rapport à l'intervention concernant le ministre Koupaki. Moi, j'encourage ce point de presse qui est donné par le ministre de la République. Pourquoi? Avant, sous les anciens gouvernements, qu'est-ce qu'on a toujours remarqué? Les médias privés, par exemple, n'ont suffisamment pas accès à ce qui se fait au palais de la présidence. Après, qu'est-ce qu'on a? Un point global qui est présenté à la télévision nationale, où l'exploitation était difficile pour les médias privés. Quand je dis médias privés, je parle de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Si on veut faire l'analyse, ne focalisons pas l'attention sur la presse écrite. Comme quoi, il faut avoir tout le document rédigé et tout. Mais quand on finit en Conseil des ministres, il y a un travail de rédaction. Mais ici, le gouvernement vient nous présenter les points saillants. Et tout de suite, la radio, la télévision, on peut déjà informer le peuple sur ce qui a été fait en Conseil des ministres. C'est pourquoi je dis, moi, je l'encourage. Parce que ça nous permet d'avoir un élément. Moi, je ne peux pas attendre et avoir un élément que je vais exploiter sur la chaîne nationale. Et à des moments donnés, présenté par un journaliste. Oui, mais ce qui est souvent reproché à cette sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, c'est que ce contenu n'est pas assez exhaustif. C'est que les nominations, les Béninois étaient habitués à ces nominations, à prendre ces nominations qui ont été faites, et ne les découvrent que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le peuple préfère? Qu'on fasse un conseil des ministres et que c'est le lendemain, au soir, qu'on vous informe à la télévision nationale? Au temps de l'ancien régime, ce n'était pas le lendemain que le peuple était informé. C'était le même jour et bien rédigé. Et présenté comment? À la chaîne nationale. À quelle heure? Après le journal de 20h. Mais la presse ne refuse pas d'être convoquée à 22h pour le conseil. Ce que je vous dis, c'est ceci. Présentez. Est-ce que vous, là, Sika TV, vous allez prendre une présentation d'un journaliste de l'ORTB venir diffuser chez vous? C'est ce que je dis. Vous n'allez pas aller chercher une présentation d'un journaliste de l'ORTB et venir passer chez vous. Nous sommes d'accord. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Ok.
Donc, ce qui est fait aujourd'hui, où le secrétaire général à la présidence de la République vient présenter à l'opinion publique les points saillants. Tout ce qu'on doit réclamer aujourd'hui, c'est une célérité dans la rédaction du document final pour qu'on puisse livrer au peuple. Mais ne rejetons pas ce petit effort qui est fait en avant pour nous dire au moins... Ça n'apporte rien, absolument rien. Mais ça apporte quelque... Parce que ça permet aujourd'hui... Mais qu'est-ce que vous dites? Déjà, les points saillants. Déjà là, en tout cas, les presses... Autant le publier, le communiqué final. On veut le communiqué final. Si final. vous publiez... Il n'y a pas que la presse écrite. Je sais que vous vous êtes préoccupé parce que vous êtes de la presse écrite. Non, je suis télé, je suis radio. Vous le savez bien que quiconque. Non, attendez, quand on fait l'analyse, je connais bien votre parcours. Quand on fait l'analyse, les gens ont beaucoup plus les idées focalisées sur la presse écrite. La presse écrite doit avoir le document final et publié. Mais en attendant, les radios font comment? Les télévisions font comment? Moi, je ne vais pas attendre le point... On informe à plusieurs vitesses. Voilà. Donc, moi, je dis, j'encourage la chose parce que ça me donne au moins de la matière. Même ce que nous avons le soir là, ça peut être déjà commenté. Il y a des rédactions qui font l'analyse déjà le soir. On dit par exemple qu'on a supprimé les contrats. Mais déjà le soir, on peut faire l'analyse au lieu d'attendre demain. Donc, c'est pourquoi je dis, cette intervention, ce n'est pas à banaliser. Ce qu'il faut faire, plutôt, c'est demander au secrétariat général du gouvernement de faire vite pour rédiger le document final et de présenter au peuple. Mais ne rejetons pas ce qui est fait par Pascal Idé-Koupaki. C'est un indicateur qui permet à la presse de commencer à travailler. Très rapidement, avant de quitter ce plateau, il faut dire que ce côté minimaliste quand même du chef de l'État a redonné l'avantage à la fonction du ministre. La fonction du ministre a été revalorisée. Tout à fait. Sous ce régime. Oui, je crois bel et bien que le président Patrice Talon gouverne par délégation de pouvoir. Et je pense que c'est la meilleure manière de gouverner. Et là, ça permet d'apprécier, d'évaluer, de féliciter ou de sanctionner. Et là, on sait qui est responsable et qui est fautif. Je pense que ça tranche avec les méthodes que l'on a constatées dans un passé récent, mais cela est également à mettre à son actif. Seulement que ce que moi j'aurais aimé préconiser, c'est que le Bénin ne soit pas continuellement ce règne sur lequel se battent deux anciens amis, le président Patrice Talon et l'ancien président. Une occasion est donnée au président Patrice Talon de montrer que le nom qu'on a tenté de coller à sa personne n'est pas du tout celui-là, qu'il est un développeur, qu'il est un travailleur, qu'il est celui-là parmi les opérateurs économiques, l'un de ceux qui payaient, qui payent toujours très bien. Très bien, leurs collaborateurs, les employés. Je pense que pendant même le chômage technique, il y avait un quart de salaire qui était payé à tout le monde. Je crois bel et bien qu'il a une chance de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Donc il doit accepter de refuser de regarder dans le rétroviseur. Boni Yahi n'est pas son problème. Son problème, c'est le Bénin. Merci à vous, Médéric, François Gongo. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, le plateau de cette émission. Honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de la radio Soleil FM à Cotonou, Bénin. Médéric François Gongo, promoteur du journal Actu Express. Merci d'être passé sur ce plateau avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été une fois encore en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.